Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Une bergerie sécurisée pour lutter contre les vols. Serge Letchimy est allé visiter la nouvelle installation du service d'expérimentation en agroécologie à Sainte-Anne. Coût de l'équipement, 1 200 000 €. Dans ce journal aussi, vous verrez que de plus en plus de seniors sont en activité. A contrario, la situation des 15-29 ans se dégrade. On fait le point dans quelques minutes sur la dernière enquête emploi et formation réalisée par l'INSEE. Enfin, nous irons dans les coulisses des derniers préparatifs à l'élection Miss Martinique 2025. Répétition des candidates, travail de l'ombre des techniciens. On vous dit tout à 24 heures de la cérémonie. Connaissez-vous le service d'expérimentation en agroécologie de Val-d'Or à Sainte-Anne? Cette exploitation, gérée par la CTM, pratique une agriculture et un élevage sans produits phytosanitaires. Ce matin, le président du conseil exécutif s'est rendu sur place afin de visiter la nouvelle bergerie sécurisée. Un investissement nécessaire pour lutter notamment contre les vols de moutons. Les explications de Diana François-Eudoxie. 25 hectares dédiés à l'expérimentation en agroécologie, c'est l'orientation de ce site de la CTM situé au Val-d'Or à Sainte-Anne. L'objectif est d'opter pour une production agricole et un élevage respectueux de l'environnement sans utiliser de produits phytosanitaires. Le STEA possède une engrais d'environ 22 variétés qui sont intégrés dans un système d'agro-pastoralisme, puisque la gestion de l'environnement est faite par les animaux, par les moutons. C'est un mouton rustique créé en Martinique. En fait, on peut, grâce à ce mouton-là, avoir 3 périodes de gestation sur 2 ans. Alors que ça fait 1,5 portées par an, alors que dans les autres races, métropolitaines, vous n'avez qu'une portée par an. Une production agroécologique fructueuse, mais freinée principalement en raison de nombreux vols. En l'espace d'un an, ce cheptel est passé de 250 à 50 moutons. Face à ce fléau, 1 200 000 € ont été investis par le FEADER et la CTM afin de construire une bergerie de 570 mètres carrés sécurisée. 12 caméras de surveillance ont également été installées. Pour sécuriser la situation et éviter que la nuit, que nos moutons disparaissent. Donc, on va avoir un autre cycle de gardiennage, de stabilisation avec nos animaux, et que nos agents ici sont très expérimentés pour faire évoluer les choses. On a été contraint de réorganiser, et depuis qu'on a mis ça, on a beaucoup moins de vols, mais il fallait arriver à ce stade, dépenser 1,2 million, avec bien sûr l'entretien et la surveillance, ça va coûter un coût annuel, et pour éviter qu'ici en Martinique, qu'on ait un site aussi important, avec des vols aussi importants par des personnes qui ne respectent absolument rien. Un site d'expérimentation en agroécologie important pour la structuration de la filière ovine en Martinique, mais également pour la production locale dans le contexte actuel. On sait que nous sommes dans une situation de changement climatique. On sait que nous avons des problématiques sanitaires qui s'imposent à nous. Nous savons aussi que nous avons, et c'est tant mieux, de moins en moins de molécules qui soient autorisées aux agriculteurs pour soigner les plantes. Donc tout cela ajouté nous démontre qu'il y a un système agricole qui peut malgré tout réussir. C'est le système agricole qui est pratiqué par la plupart de nos agriculteurs qui sont sur des petites surfaces d'ailleurs. Et ce système agricole, le SEA entend le soutenir. Le service d'expérimentation en agroécologie dispose également d'autres vergers de différents fruits locaux, un jardin créole, une plantothèque médicinale et un élevage de bovins. Concernant les ovins, les éleveurs pensent retrouver un cheptel de 70 femelles d'ici 2 ans. Nous l'évoquions en titre, les seniors en activité sont de plus en plus nombreux. C'est le constat dressé par une étude de l'INSEE sur le marché du travail en Martinique. Si le taux d'emploi reste globalement stable, les dynamiques entre les 15-64 ans et les 15-29 ans sont totalement opposées. En effet, la situation des jeunes se détériore sur le territoire. Les précisions de Pierre-Émile Bidou face à la caméra de Diana François-Eudoxie. On peut constater que la situation des jeunes se dégrade. Et vous avez notamment 21% des 15-29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. Globalement, le chômage augmente d'environ 1 point
en Martinique en 2024. Et la situation se dégrade notamment plus pour les jeunes de 15 à 29 ans, en fait, où le taux de chômage atteint quasiment 29% de cette classe d'âge en 2024. C'est une augmentation de près de 5 points par rapport à 2023. On peut aussi constater que le taux d'emploi diminue chez les plus diplômés, même s'il reste plus intégré au marché du travail, alors qu'il a tendance à un peu augmenter pour les peu ou pas diplômés. Le taux d'emploi a diminué de 4 points pour les diplômés du supérieur et il a augmenté d'environ la même proportion pour les peu ou pas diplômés. Du côté des seniors, c'est-à-dire la tranche d'âge entre 50 et 64 ans, le taux d'emploi a tendance à plutôt augmenter de 4 points. On est à 69% de taux d'emploi des seniors dans un contexte de réforme des retraites où ils vont prolonger leur activité un petit peu plus longtemps. Le taux d'emploi des femmes, par contre, lui, reste stable. Cette information en bref, la Martinique est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages par Météo France. Une masse orageuse aborde l'arc antillais ce vendredi. Des pluies parfois intenses sont attendues pendant le week-end. Mais ce ne sont pas quelques gouttes de pluie qui empêcheront les candidates à l'élection de Miss Martinique de briller demain soir sur la scène du Grand Carbet. À 24 heures du show, les derniers préparatifs sont en cours, tant pour les 10 prétendantes au titre régional que pour les équipes techniques. Reportage en coulisses avec Ryan Aneas. À quelques heures de l'élection Miss Martinique 2025, les candidates et les équipes techniques sont sur le pied de guerre. Entre répétitions et derniers ajustements, les esprits sont déjà focus sur demain soir. Les prétendantes à la couronne, elles, préparent leur chorégraphie depuis plusieurs semaines déjà. Du côté du Grand Carbet du parc Aimé Césaire, les acteurs de l'ombre peaufinent les derniers détails du grand show. On fait juste ajuster, régler les caméras, faire les bulles, regarder si tout fonctionne. Pour qu'à la répète, on soit à l'aise. Je suis là pour faire les gros plans des filles. Ça s'appelle Je suis sur la loupe, c'est la caméra qui fait des gros plans. Donc c'est pour subliminer tout ce qui est visage et déhanché. Voilà, donc c'est ça mon rôle. Et puis on travaille à peu près avec les mêmes techniciens, donc on a déjà des repères. Et en général, ça fonctionne très bien. Et c'est un plaisir de travailler avec l'équipe à la TV. Un spectacle avec des nouveautés, mais aussi et surtout une présence qui n'est pas des moindres. Oui, on peut s'attendre à un grand show pour demain, évidemment. On est en présence aussi de Miss France, également Miss Martinique en titre, qui va remettre sa couronne demain soir à celle qui sera élue. Donc voilà, on est au Grand Carbet, on a mis énormément de lumière, d'écran. On attend beaucoup de monde ici, on attend aussi beaucoup de monde devant ATV pour regarder évidemment cette soirée tous ensemble. Donc oui, vraiment un très beau show. Une grande cérémonie, tant du côté des invités que de la préparation. Mais les Miss sont-elles prêtes à faire valoir leur qualité devant le public et le jury? À J-1, forcément, ça fourmille de partout. Mais je pense que les candidates ont hâte, tout simplement. Ce serait mentir de dire qu'elles sont à 100% sereines. Il y a un peu d'appréhension. Pour certaines, c'est la première fois qu'elles vont fouler une scène devant autant de spectateurs et téléspectateurs sur ATV. Mais nous avons hâte de présenter ce spectacle que nous préparons depuis plusieurs mois déjà. Le compte à rebours est en tout cas lancé. Demain soir, 19h30, en direct sur ATV, pour vivre l'élection de Miss Martinique 2025. Et justement, je vous propose de découvrir les 2 dernières prétendantes. Direction le Palais des Congrès de Madiana, avec tout d'abord la candidate numéro 9, Léaline Patry. Bonsoir, d'où venez-vous et pourquoi les Martiniquais devraient voter pour vous? Bonsoir, alors je viens de la commune du François. Je suis ici parce que j'ai à cœur de représenter mon île. J'ai à cœur de défendre une cause qui est celle de la transmission transgénérationnelle. Car pour moi, le partage entre les générations a beaucoup de valeur.
le partage de notre culture, le partage de nos savoirs. Et j'aimerais faire valoir toutes ces richesses au-delà de nos frontières. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup Léaline Patry. Place maintenant à la candidate numéro 10, Maëlie Rebard. Bonsoir, présentez-vous et dites-nous pourquoi vous devriez devenir notre future Miss Martinique. Bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, merci à toute l'équipe d'ATV de nous avoir toutes reçues tout au long de cette semaine en direct. Je suis Maëlie, votre candidate numéro 10 et j'aspire tout simplement à être une ambassadrice qui prône l'intelligence du cœur, notamment à travers cette cause qui me tient à cœur, la reconstruction de l'estime de soi. Mais avant d'être une cause, c'est surtout un message d'espoir que je souhaite véhiculer. Et c'est avec toute ma détermination que je souhaite porter très haut les couleurs de notre Martinique. Merci à vous. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux pour ces quelques mots. Les 10 candidates ont donc pu se présenter tout au long de la semaine. Rendez-vous demain à partir de 19h30 sur ATV et sur notre chaîne YouTube pour suivre cette grande soirée d'élection. Outre Miss Martinique, ce samedi 13 septembre sera aussi marqué par la journée mondiale des premiers secours, ces gestes qui peuvent sauver des vies, mais que nous sommes trop peu à maîtriser. Pour en parler, nous recevons ce soir la fondatrice et directrice d'Émergence Secourisme, Nathalie Sello. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Et merci de l'avoir accepté. Avant d'aller plus loin et de parler de ces gestes de premier secours, j'aimerais que vous puissiez nous présenter en quelques mots votre association Émergence Secourisme. Très bien. Émergence Secourisme est une association qui a été créée en 2017 suite à l'ouragan Irma pour sensibiliser les populations à la prévention des risques majeurs. Émergence Secourisme est implantée en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Île-de-France et en Occitanie. Et notre mission, elle est simple, c'est de développer la culture du risque et de permettre à toutes et à tous, de permettre la formation des gestes de premier secours. Que chacun soit au fait de ces gestes. À tous, voilà. Alors justement, lorsqu'on parle de gestes de premier secours, on parle de quoi? Quand on parle de gestes de premier secours, dans la mentalité des gens, c'est le massage cardiaque. Et oui, c'est ce qui vient en premier. Oui. Et aussi de mettre une personne inconsciente en PLS. Mais il y a d'autres choses ou c'est vraiment uniquement ça? Dans l'esprit des gens, c'est connaître ces deux gestes principaux. Mais il y a d'autres gestes. Et quels sont les gestes, justement, ces autres gestes dont vous parlez et qu'il serait important de maîtriser? On peut donner quelques exemples, peut-être? Oui, faire un bandage face à une hémorragie, donner des tapes dans le dos en cas d'étouffement total, si c'est inefficace, de faire des compressions abdominales pour expulser le corps étranger. Il y a la conduite à tenir aussi face au risque de chute. Il faut, avant de vouloir déplacer la victime, de toute manière, en fait, tout secouriste sait qu'il ne faut pas déplacer une victime, sauf en cas de risque imminent de mort pour la victime, et de poser des questions importantes. Est-ce qu'elle peut bouger les extrémités des doigts, des pieds, pour s'assurer qu'il n'y a pas de lésion au niveau du rachis, ne pas faire de mouvement au niveau de la tête. Et puis, il y a vraiment toute une panoplie de gestes importants à connaître. Vous avez parlé de la création de cette association après l'ouragan Irma. Vous m'avez aussi parlé de culture du risque. Quels sont les différents moments, on va dire, où il peut être important de connaître ces gestes de premier secours? Donc en cas de catastrophe naturelle, en cas d'accident? Les risques domestiques, en cas d'accident routier, en cas d'agression face aux violences. Les gens sont surpris, même sidérés, et même les personnes qui ont parfois été formées. Selon les données nationales, 40% des Français ont été formés aux gestes de premier secours, mais seulement, même moins de 10% des personnes formées se sentent capables d'agir face à une situation d'urgence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont pas actualisés. Il faut un entraînement. Il faut régulièrement se remettre à niveau, c'est ça? Réviser et pratiquer. Oui, parce que lorsqu'on ne pratique pas, on oublie. Et face à une situation délicate, on peut... perdre ses moyens?
perdre ses moyens Ne pas se et ne souvenir. pas véritablement vouloir agir de peur de mal faire. C'est d'ailleurs l'objectif de votre association, j'imagine aussi, pouvoir actualiser tous ces gens qui ont été formés. Comment ça se déroule pour vous, justement? Il y a des sessions de formation? Comment on contacte l'association? Alors, pour suivre des formations, nous dispensons différents types de formations. SST, sauveteurs secouristes du travail, essentiellement destinées aux entreprises, aux salariés d'entreprise. Les formations Gestes qui sauvent, pour toute personne qui veut juste être sensibilisée, connaître les gestes qui sauvent. Et puis, la formation à la prévention des risques majeurs. Effectivement, nous sommes, les pays d'outre-mer, nous sommes confrontés à des risques spécifiques, autres que les risques domestiques liés au travail, risques cycloniques, inondations, séismes. Et il est crucial que tout le monde connaisse les gestes qui sauvent pour pouvoir agir. On peut donc vous retrouver sur les réseaux, sur Internet globalement, en cherchant Émergence Secourisme. Merci beaucoup, Nathalie Sello, d'avoir accepté notre invitation ce soir et de nous avoir parlé de ces gestes qui sauvent. Merci à vous. Merci. Cette parution maintenant pour les férus d'histoire. Le numéro 11 du magazine Historial est disponible. Il revient sur de nombreuses histoires oubliées de la Caraïbe, notamment celle de l'assassinat de Roland Léopold, ce militant communiste tué en pleine campagne électorale. Les précisions d'Eddy Marajo face à la caméra d'Yvan Lemar. Le nouveau numéro d'Historial, l'Historial 11, était très attendu. Et là, on a décidé d'intégrer une histoire complètement inédite, celle de l'assassinat de Roland Léopold, qui est un militant communiste qui a été assassiné par des militants socialistes à l'époque, en 1946, au moment d'une élection législative. Voilà. Et puis, au-delà de ces histoires qui sont des histoires inédites, on a voulu aller sur un certain nombre de dossiers, soit que les gens avaient oublié, en particulier le dossier Azatahama, qui consistait à livrer le sud de la Martinique, la plage des Salines, à des investisseurs étrangers, avec un projet pharaonique. Ça a été arrêté par les créateurs de ce qui aujourd'hui s'appelle la Sopama, donc premier mouvement écologiste de l'époque. On a travaillé par exemple sur un dossier totalement inconnu, qui est celui de la volonté de la France, éventuellement de donner la Guyane aux Israéliens. Donc la Guyane colonie israélite, un truc complètement fou, etc. etc. Donc voilà, c'est le magazine qui raconte l'histoire de la Caraïbe et qui va sur des dossiers qui sont ignorés de la plupart de nos lecteurs ou qui ont été oubliés. Ce sont des histoires oubliées et on est très très fiers de les faire revenir dans l'actualité. En sport, si la plupart des disciplines n'ont pas encore repris, le week-end sera marqué par la première journée du championnat de Régional 1 en football. Au programme également, la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France en basket ou encore la 4e course de côte de la saison en sport automobile. Tour d'horizon avec Karel Chassol. En football, toutes les rencontres de la première journée du championnat de Régional 1 sont programmées ce soir. Et celle qui retiendra l'attention, c'est le derby joséphin entre le RC et le Golden Lion. Un match qui devrait donner un premier aperçu des forces en présence entre deux prétendants au titre. RC Saint-Joseph Golden Lion, c'est à 20h30 à Sainte-Marie. L'opposition entre l'Aiglon et la Samaritaine vaudrait également le déplacement au Lamentin, avec deux nouveaux coachs face à face. À noter aussi le derby foyalais entre le club colonial et le Golden Star au stade Louis-Achille, ou encore le déplacement du club franciscain au Monde des Esses et l'opposition entre le club péléen et le Promu Robertin au Morne Rouge. Pour le reste, on aura droit à CO Trinel Inter de Sainte-Anne à Pierre-Aliquer et Espoir Émulation à Sainte-Luce. Toutes ces rencontres auront lieu à partir de 20h. Chez les femmes, on joue demain les demi-finales de la Coupe de France. À 16h30, l'entente Émulation Excelsior sera opposée au club colonial. Puis à 19h, on aura droit au Classico Club franciscain RC Rivière-Pilote. Des demi-finales qui se dérouleront au stade de Rivière-Salée. En basket masculin, les huitièmes de finale de la Coupe de France débutés en milieu de semaine se poursuivent ce week-end. Ce soir 20h, le Wax reçoit l'Arsenal. Et demain, même heure, l'USAC sera opposé au Madin Grey au hall de Corridon. A noter par ailleurs que le Creole Basketball Championship
un tournoi qui verra la participation du Golden Star, du Golden Lion et de Soufrière Kings de Sainte-Lucie, se déroulera au hall Péliard-Donatien de samedi à lundi. Enfin, les passionnés de sport automobile ont rendez-vous dimanche à l'occasion de la course de côte du François. Le départ de cette 4e manche du championnat sera donné entre l'habitation Clément et l'entrée de Dumaine à 10 h pour les montées d'essai. 4 montées chronométrées sont au programme à partir de 11 h 30. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang au temple adventiste Mont-Sinaï, rue Omer Clément, au bourg du François, de 8 h à 13 h. C'est ainsi que se referme notre édition locale. On se retrouve dans quelques petites minutes pour l'actualité nationale et internationale. A tout de suite.